L'Alcibiade de Platon, introduction, traduction et notes par Maurice Croiset, suite. Notice 2. Plan et composition du dialogue. Malgré ces réserves, il faut reconnaître le mérite littéraire et philosophique du dialogue. Plein d'idées suggestives, de critiques vives et piquantes, d'enseignements solides, il manifeste déjà dans sa composition libre et un peu flottante quelques-unes des rares qualités qui caractérisent le génie de Platon. Un prologue spirituel nous montre Socrate réussissant à capturer, pour ainsi dire, le jeune Alcibiade qui le dédaignait et se souciait peu de l'écouter. On lit en note. Alcibiade, né vers 450, est représenté dans le dialogue comme un très jeune homme, à peine âgé de 20 ans. La scène est donc censée se passer vers 430 au plus tard, en tout cas avant la mort de Périclès, survenue en 429. Mais Platon est loin de s'astreindre rigoureusement à cette donnée chronologique. Fin de note. Il le prend par ses instincts les plus profonds, par son ambition démesurée, et c'est en lui promettant de l'aider à les satisfaire qu'il le rend attentif à ce qu'il veut lui dire. Une première scène où son ironie légère a beau jeu sert à convaincre le jeune homme de son ignorance absolue dans toutes les questions plus ou moins techniques dont une assemblée délibérante doit souvent s'occuper. Obligé d'en convenir, Alcibiade se rejette sur les sujets généraux tels que la guerre et la paix. Et ce genre de délibération, d'après Socrate, relève de la distinction du juste et de l'injuste. Alcibiade l'admet d'abord. Or, en l'interrogeant, Socrate l'amène à confesser qu'il n'a jamais appris d'aucun maître ce qu'est le juste et qu'il n'a jamais cherché non plus à le découvrir par lui-même, ayant cru de tout temps qu'il le savait. Un faux fuyant lui reste, il allègue qu'il l'a appris de tout le monde comme il a appris le grec. Mais pour que cette allégation fût recevable, il faudrait que la connaissance du juste fût générale en Grèce comme celle du grec. Comment l'admettre lorsque l'on constate qu'il n'est rien sur quoi les Grecs s'accordent moins entre eux? On ne se dispute pas sur les choses que l'on sait. À cela, Alcibiade se sent incapable de répondre et la première démonstration se termine ainsi. Que vaut-elle pour nous? Elle se fonde, comme on le voit, sur l'idée socratique qu'il y a une science du juste qui s'apprend comme les sciences en général. Elle vaut par suite ce que vaut cette idée elle-même, ce qui revient à dire qu'elle ne correspond qu'imparfaitement à la réalité. En l'adoptant comme une sorte d'axiome, Platon, après Socrate, méconnaît à nos yeux la véritable loi du développement de la raison et de la conscience. Plus tard, il sera conduit à reconnaître qu'il existe en nous une faculté naturelle de former certaines idées directrices, telles que l'idée du juste, ce qui n'exclut pas, bien entendu, l'utilité de l'éducation. Il est vrai qu'il expliquera ce fait d'une façon toute mystique par la conception d'une vie antérieure, au lieu de l'attribuer simplement à une spontanéité créatrice provenant du fait de l'hérédité. Il n'en aura pas moins corrigé la doctrine de Socrate. Au temps de l'Alcibiade, il n'en est pas encore là. Quoi qu'il en soit, Alcibiade s'est rendu aux raisons de Socrate, mais il s'avise qu'il a eu tort d'accorder que le juste ait tant d'importance en politique. En fait, ce qu'on examine surtout dans les assemblées et ce qui décide des résolutions à prendre, c'est l'intérêt. Platon pose ainsi devant ses lecteurs la question de savoir si le juste et l'utile sont choses distinctes, quelquefois même contraires. Socrate le niait, son disciple est du même avis. La démonstration qu'il en donne forme comme un second acte dans le dialogue. Elle peut se résumer en un syllogisme ainsi conçu. Tout ce qui est juste est beau, tout ce qui est beau est avantageux, donc ce qui est juste est avantageux. La première proposition, tout ce qui est juste et beau, n'est pas contestée par Alcibiade, elle est admise comme évidente.
Platon a jugé inutile de discuter avec ceux qui la nieraient, tant elle lui a paru conforme à l'instinct le plus profond de l'humanité. La seconde, au contraire, tout ce qui est beau est avantageux, est vivement contestée par le jeune homme. Secourir un camarade sur le champ de bataille est beau, dit-il, mais non avantageux. Pour réfuter cette objection, Socrate n'a qu'à lui demander s'il consentirait à être lâche. Alcibiade se récrie « La lâcheté est à ses yeux le plus grand mal. Le courage est la chose dont il voudrait le moins être privé. Il reconnaît par là même qu'il le tient pour un bien. Pourquoi ? Sinon parce que la lâcheté est laide, tandis que le courage est beau. C'est avouer que ce qui est beau est avantageux, donc utile, et il résulte de là que le juste étant beau est par là même utile. Dégagé du formalisme trop verbal dans lequel Platon l'a enveloppé, l'argument, comme on le voit, a une valeur psychologique incontestable. Sa force tient à ce qu'il met en lumière la noblesse instinctive de la nature humaine, le sentiment de l'honneur qui fait le prix de la vie. À cet argument, Socrate en ajoute un second. Celui-ci a le tort de ressembler trop à un jeu de mots, auquel d'ailleurs la langue grecque se prête mieux que la nôtre. Le terme eupratein, littéralement se bien conduire, signifie aussi être heureux. Voici le raisonnement. Une belle action est l'acte d'un homme qui se conduit bien. Celui qui se conduit bien est heureux. Faire de belles actions est donc le moyen d'être heureux, ou en d'autres termes, ce qui est beau est avantageux. La valeur de cette déduction dépend manifestement de celle de la proposition « celui qui se conduit bien est heureux ». Or, elle n'a pas pour nous l'espèce d'évidence qui résultait pour des Grecs de la double signification notée ci-dessus. À la réflexion pourtant, on reconnaît qu'elle est vraie, mais elle a besoin d'être justifiée. Se bien conduire, c'est se conduire selon la raison. Il n'est pas contestable qu'une conduite déraisonnable n'entraîne des conséquences fâcheuses et qu'inversement, une conduite raisonnable ne nous offre les meilleures chances de bonheur. L'argumentation de Socrate n'est sophistique que dans la forme. Elle est critiquable surtout en ce qu'elle dissimule, sous un artifice verbal, la valeur de la pensée. L'ignorance d'Alcibiade relativement au juste et à l'utile est donc avérée. C'est l'occasion pour Socrate de l'inviter à réfléchir sur l'ignorance en général. Par ces questions, il l'amène à distinguer deux sortes d'ignorance, l'une qui consiste simplement à ne pas savoir une chose, l'autre bien plus grave et même honteuse, qui consiste à croire que l'on sait ce qu'on ne sait pas. La première était celle que professait Socrate quand il se donnait lui-même pour un ignorant. La seconde était celle qu'il rencontrait partout autour de lui et qu'il cherchait à guérir en l'obligeant à se découvrir.